Bon milieu de semaine, messieurs, dames, jeunes femmes et jeunes hommes, et merci de joindre TVC9 et TVTMIS sur YouTube. Voici votre résumé de l'actualité. En manchette cette semaine, avec la fermeture annoncée de la série Béarn à la mi-juillet, celui qui a relancé l'ex-usine Tembec à Ville-Marie, Claude Gagnon, nous ramène dans l'aventure vécue il y a 15 ans au Témiscamingue. Un travailleur paramédical de Rouyn-Noranda a marché 285 km la fin de semaine dernière pour sensibiliser le gouvernement de Christine Fréchette pour l'obtention d'un nouveau contrat de travail après plus de 3 ans de trop lentes, dit-il, négociations. Et en sport motorisé, les organisateurs de la rigolade de l'Averlochère ont eu l'aide de Dame Nature et ont eu du beau temps pour la 51e édition de leur activité au Témiscamingue. Mais d'abord, ça fait jaser beaucoup. Près de 450 abonnés à notre page Facebook ont réagi à cette opération menée à travers le Québec entre le 11 et le 14 mai dernier. Une importante opération policière menée partout au Québec qui a conduit à l'arrestation de 23 hommes soupçonnés de possession, distribution et accès à du matériel d'abus et d'exploitation pédosexuelle. Plus de 4 millions de fichiers ont été saisis lors des 25 perquisitions réalisées la semaine dernière par l'équipe intégrée de lutte à la pornographie juvénile coordonnée par la Sûreté du Québec. Les accusés âgés de 26 à 73 ans proviennent de plusieurs régions du Québec, dont Montréal, Gatineau, Thetford Mines et, comme vous pouvez le voir dans ces tableaux-là, Sainte-Terre, oui, en Abitibi. 4 victimes ont jusqu'à maintenant été identifiées, dont 2 mineurs. 7 suspects demeurent détenus. La lieutenante Catherine Guimond de la Sûreté du Québec souligne que les policiers ont travaillé pendant plusieurs mois pour infiltrer les réseaux fréquentés par les prédateurs sexuels sur Internet. Le public est invité à signaler toute situation suspecte. Vous n'avez qu'à vous joindre au site cyberraid.ca. Et allons à Notre-Dame-du-Nord, la municipalité qui procède au rinçage du réseau d'aqueduc depuis mardi le 19 et jusqu'à vendredi 22 mai entre 9h le matin et 17h. Des travaux qui peuvent entraîner des baisses de pression d'eau ainsi que des interruptions temporaires du service d'eau potable. Par mesure préventive, la municipalité qui vous recommande de faire bouillir l'eau destinée à la consommation jusqu'à nouvel ordre. L'eau pourrait également devenir brouillée pendant la durée des travaux. Les résidents sont invités à limiter leur utilisation de l'eau durant la journée. Le soir, si l'eau demeure trouble, il est conseillé de la laisser couler jusqu'à ce qu'elle devienne claire. La municipalité recommande d'éviter le lavage des vêtements et du linge pâle pendant cette période pour prévenir les taches. La municipalité remercie les usagers du réseau d'aqueduc pour leur patience et leur compréhension pendant les opérations de nettoyage. Et la fermeture prochaine de la série Béarn prévue en juillet suscite de l'inquiétude au Témiscamingue. La MRC Témiscamingue et la Société de développement du Témiscamingue assure toutefois que le milieu est mobilisé pour trouver des solutions pour l'avenir du site et des travailleurs. Des échanges sont en cours actuellement avec la municipalité de Béarn, le syndicat des travailleurs et les partenaires gouvernementaux afin d'évaluer les possibilités de reprise et les conditions d'une relance durable. Un comité de suivi sera également créé pour coordonner des démarches. Le préfet de la MRC, M. Martin Lefebvre, affirme que des pressions sont exercées auprès du gouvernement du Québec pour soutenir le dossier. Le maire de Béarn, Luc Lalonde, rappelle pour sa part que les impacts se font déjà sentir chez les travailleurs, les familles et les entrepreneurs forestiers d'ici. Le maire de Béarn, Luc Lalonde, rappelle que pour sa part que les impacts sont déjà sentis chez les travailleurs, familles et entrepreneurs. Et parlant de la série Béarn, loin d'abandonner face à l'annonce de la fermeture de la série, la soixantaine de travailleurs unis dans le groupe Sauvons Série Béarn
tente de rester optimiste alors qu'une idée de relance est déjà dans l'air et plusieurs veulent y croire alors que les ouvriers de l'usine Tembec de Ville-Marie ont déjà réussi eux pareil exploit en remettant sur les rails LVL Global il y a un peu plus de 15 ans. Une histoire de réussite économique que nous a rappelé M. Claude Gagnon, le président fondateur de la compagnie en 2010. M. Claude Gagnon, vous êtes, on peut dire, le fondateur de LVL Global? Ah, si on peut dire ça comme ça, écoutez, c'est moi qui ai incité les gens, c'est moi qui a pris la direction du bateau quand, en 2010, on a acheté l'entreprise de Pricewaterhouse qui était liquidateur pour Tembec, Temnam à ce moment-là. Et c'est moi qui a sensibilisé des gens d'affaires de la région à investir dans cette entreprise pour faire démarrer ça dans le but économiquement pour notre région, pour recréer de l'emploi et puis que cette usine-là continue à opérer comme elle opérait avant et améliorer en plus de ça. Et 15 ans plus tard, vous regardez ça, l'usine, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, je suis bien fier de ce que c'est qui a été fait. Et je pense qu'actuellement, cette usine-là, avec la participation des employés, parce que quand on a mis ça en place au départ, on a mis en place une coopérative de travailleurs actionnaires qui donnait la chance aux employés d'acheter des actions de l'entreprise, parce que mon but était que je me disais, un peu plus tard, cette entreprise-là a créé de l'emploi dans notre région, mais par contre, si jamais les actionnaires, ceux qui veulent lâcher, peuvent lâcher, mais au moins, les employés vont demeurer actionnaires de cette entreprise-là. Puis pour moi, c'est très important dans la région pour s'assurer que cette entreprise-là demeure là longtemps. Je ne suis pas un grand connaisseur en foresterie, quoique j'en ai vu un peu, mais le fait que LVL Global soit spécialisé en deuxième transformation, est-ce que c'est ça qui fait que l'usine ressort du lot? Ben, je pense que c'est un produit qu'on prend pour faire une transformation. Puis pour nous, pour être capable d'occuper une bonne part du marché, il faut qu'à ce moment-là, on ait des valeurs ajoutées au produit. Et ce qui nous permet actuellement de faire ce produit-là, le produit de LVL, et la valeur ajoutée qu'on a, c'est qu'on peut faire les tailles, les coupes, les dimensions requises par les constructeurs. Et ce qui fait que par rapport à notre compétition, cette chose-là n'existe pas, la compétition. Fait que, je pense que, écoutez, c'est une deuxième transformation du produit comme tel, mais par contre, je pense qu'on est sur la bonne voie avec ce produit-là. Les autres usines de la région du Témiscamingue pourraient suivre votre voie et décider on sait qu'il y a des usines qui connaissent des difficultés depuis longtemps. Est-ce que vous ne donneriez pas conseil, M. Gagnon, aux autres propriétaires? Ben, vous savez, écoutez, c'est sûr que chaque produit de la forêt a une façon d'être mis en marché. Je sais, au niveau du bois d'œuvre, je sais qu'il fabrique du 2x4, mais seulement au 2x6, 2x8, c'est un bois de construction qui soit organisé d'une façon différente. Je ne suis pas au courant comme tel ce qui pourrait être fait, à part que d'acheter du bois, former une compagnie puis acheter du bois, puis qu'on se mette à construire, même à les construire à l'extérieur de la région, avec des entrepreneurs qui pourraient faire des constructions résidentielles et commerciales. Bien, LVL Global fonctionne bien. À chaque fois que quelqu'un qui vient à Ville-Marie, des politiciens notamment comme aujourd'hui, on veut visiter votre usine, connaître la clé du succès. Ça vous rend fier, M. Gagnon? Ben, écoutez, de cette façon-là, moi, je suis content de voir qu'on a réussi à mettre ça en marche, parce qu'il faut se rappeler au moment où j'ai soulevé la situation pour le dire, on va repartir cette usine-là en 2010. Je me suis fait dire par des institutions financières et d'autres entreprises et d'autres organisations gouvernementales qui m'ont dit « Comment pensez-vous pouvoir repartir cette usine-là, M. Gagnon, alors qu'une multinationale a fait faillite avec? » Bien, j'ai dit « Tout ce qu'on va faire différent. » Excellent, M. Gagnon. Bon succès. Continuez. Vous n'êtes pas à l'âge de la retraite encore? Bon, écoutez, ma retraite va être à peu près 2 semaines avant que je quitte la Terre. Ah! Beau projet. M. Gagnon, merci de nous avoir parlé. Bien, ça me fait plaisir, puis on est toujours ouvert à communiquer
ce que c'est qui se passe ici à l'usine, parce que cette usine-là, si elle fonctionne, c'est qu'on a un bon groupe d'employés, on a des personnes responsables et qui sont encouragées à ce que ça continue et que cette usine-là demeure une propriété des gens du Témiscamingue. Et les gens du Témiscamingue en sont fiers, on vous croit. Merci, M. Gagnon. Et parlons de ces paramédics présents en pleine semaine, des paramédics parmi les premiers intervenants lors de situations critiques. Ils interviennent dans des contextes où chaque geste, chaque évaluation et chaque décision peuvent influencer de façon significative l'état et le parcours de soins des personnes prises en charge grâce à une expertise clinique reconnue, à une grande capacité d'analyse et un professionnalisme constant. Les paramédics offrent des soins sécuritaires adaptés et empreints d'humanité. Leur travail qui exige une capacité d'adaptation continue afin de répondre efficacement à la complexité et à l'évolution rapide des situations rencontrées. Leur jugement clinique constitue aussi un élément central de la qualité et de la sécurité des interventions. L'efficacité des services préhospitaliers repose également sur une collaboration étroite entre plusieurs partenaires du milieu, pompiers, services policiers, répartiteurs médicaux d'urgence, ainsi que les équipes du CIS de l'Abitibi et du Témiscamingue travaillent de concert afin d'assurer une réponse coordonnée et efficiente. La collaboration avec le personnel infirmier, les médecins, les équipes d'urgence et des soins intensifs contribue également à assurer une continuité des soins fluides et sécuritaires pour les bénéficiaires. Les transferts interétablissements réalisés par voie terrestre ou aérienne permettent aux usagers d'avoir accès à des soins spécialisés tout en soutenant l'équilibre et la fluidité du système de santé. Ces interventions nécessitent rigueur, organisation et vigilance constante afin d'assurer la stabilité et la sécurité des personnes transportées. Par leur engagement quotidien, les paramédics contribuent concrètement à la qualité des soins et au parcours de nombreuses personnes à travers la région. Et parlant de paramédics, il y a un homme de Rouyn-Noranda exaspéré par la lenteur des négociations et l'intransigeance du gouvernement, qui est un travailleur paramédic de Rouyn-Noranda, Marc-André Provost, son nom, a entamé vendredi dernier à l'aube une longue marche de Montréal à Québec. De nombreux ambulanciers et ambulancières, peu importe l'allégeance syndicale, et bon nombre de citoyens l'encouragent alors qu'il arpentait la route 116. Il est arrivé à Québec ce mercredi sous les salutations et les encouragements fort utiles pour les derniers kilomètres. Hey, salut tout le monde, c'est Sébastien Lamoube. Je viens d'arriver à la traverse Lévis-Québec pour aller rejoindre Marc-André. On va traverser, puis on va aller rejoindre la gang qui nous attend de l'autre côté. Je vous montre ça. À tantôt. Salut Marc! Tu sens bien? Oui, toi? Comment ça a été? Disons que ça a été un peu une marche rocambolesque, les blessures à la fin de la 4e, 5e, 6e journée, là, ça commençait à être pénible. Il y a des petites marques qui se laissent visibles au bout des pieds. On va avoir besoin de traitement pendant une couple de jours sur la marche, mais au moins on est arrivé. Es-tu content? Oui. Satisfait? Effectivement, je suis très satisfait. Et les 3500 paramédics affiliés à la CSN, Confédération des syndicats nationaux, lancent un blitz de négociation avec le gouvernement de la Coalition Avenir Québec dès le début juin afin de tenter de conclure une nouvelle convention collective échue depuis le 1er avril 2023. La centrale syndicale affirme avoir proposé cette relance des discussions afin d'accélérer les pourparlers. Le premier vice-président de la CSN, François Hainaut, soutient que les paramédics sont exaspérés par la longueur des négociations
et presse le gouvernement de parvenir à une entente. Le représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux, Jean Gagnon, affirme que les discussions devront mener à une meilleure reconnaissance de la profession et à des conditions de travail plus attrayantes afin de freiner le départ des paramédics du réseau préhospitalier. Et parlons de taxe carbone. La première ministre Christine Fréchette a annoncé vendredi dernier un remboursement du coût carbone pour les entreprises agricoles ainsi qu'une bonification importante de l'aide offerte à la relève agricole de partout, dont le Témiscamingue. L'annonce a été faite en compagnie du ministre de l'Agriculture, Donald Martel, lors de la rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire. Le gouvernement prévoit une enveloppe de 87 millions de dollars confiée à la financière agricole du Québec afin de compenser les coûts liés à la tarification carbone assumée par les producteurs agricoles. Plus de 15 500 entreprises recevront automatiquement un remboursement calculé à partir de leurs dépenses de carburant déclarées au programme Agri. Québec annonce aussi un investissement annuel de 8 800 000 $ pour bonifier le programme d'appui financier à la relève agricole. Les montants accordés aux jeunes producteurs augmenteront de 30 %, tandis que la distinction entre relève à temps plein et à temps partiel sera abolie afin de mieux refléter la réalité du milieu agricole. Selon Mme la Première ministre Fréchette, ces mesures visent à alléger les coûts d'exploitation des fermes québécoises tout en assurant une relève solide pour le secteur bioalimentaire. Secteur minier, le Fonds de croissance du Canada investirait jusqu'à 145 millions de dollars dans l'expansion de la mine North American Lithium à Lacorne, en Abitibi-Témiscamingue. Le financement versé sous forme d'obligations convertibles à une filiale canadienne Deliver Lithium Limited s'inscrit dans une levée de fonds totale de plus de 417 millions de dollars. L'investissement servira à soutenir l'agrandissement progressif du site, présentée comme la plus grande mine de lithium en exploitation au Canada. Le projet doit permettre d'augmenter la capacité de production, de renforcer la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en matériaux pour batteries et de créer 252 emplois dans la région. Et l'industrie minière canadienne reste un pilier économique majeur, mais l'Association minière du Canada estime que le pays doit agir rapidement pour préserver sa compétitivité face à la demande mondiale croissante en minéraux critiques. Dans son rapport Faits et chiffres 2026, publié mardi dernier à Ottawa, l'AMC indique que le secteur minier a contribué à hauteur de 111 milliards de dollars au produit intérieur brut canadien en 2024, soit 3,6 % de l'économie nationale en incluant le pétrole, le gaz et les carrières. Cette part dépasse 5 % du PIB. L'industrie a aussi soutenu plus de 700 000 emplois directs et indirects au pays, dont plus de 22 600 occupés par des travailleurs autochtones. Malgré ces résultats, l'Association minière du Canada souligne que la croissance du secteur demeure limitée depuis près de 20 ans. La production de cuivre, de nickel et de minerais de fer a diminué au cours de la décennie, la dernière, ce qui inquiète l'organisation quant à la capacité du Canada de répondre aux besoins de ses alliés en matière de défense, d'énergie et de technologie de pointe. Le président de l'AMC, Pierre Gratton, affirme que le principal défi réside désormais dans la rapidité d'exécution des projets. Il réclame des processus d'approbation plus prévisibles, davantage d'infrastructures et des mesures fiscales pour attirer des investissements. Le rapport souligne toutefois une progression de certains secteurs, l'or notamment, dont la production a permis au Canada d'atteindre le 4e rang mondial. La production de lithium, de graphite et de potasse devrait également augmenter dans les années qui viennent. L'Association minière du Canada demande enfin une meilleure coordination entre Ottawa et les provinces afin d'accélérer les permis et de réduire les détails supplémentaires tout en maintenant les normes environnementales et le respect des droits autochtones.
Et allons faire un tour à Vancouver, ça peut vous intéresser. Moment Energy va construire là-bas la plus grande usine mondiale de réutilisation de batteries de seconde vie. Le projet lancé dans les 6 prochaines semaines vise à accélérer le déploiement d'infrastructures stockage d'énergie en Amérique du Nord. L'annonce survient peu après une levée de fonds de série B de 40 millions de dollars américains, portant le financement total de l'entreprise à plus de 100 millions de dollars US. La nouvelle installation, dont la mise en service est prévue d'ici la fin du mois de juin, augmentera fortement la capacité de production de Moment Energy pour répondre à la demande croissante des centres de données, des industries et des services publics confrontés à des pressions sur l'approvisionnement énergétique. L'entreprise réutilise des batteries de véhicules électriques retirées du marché pour transformer en système de stockage d'énergie plus abordable et rapide à déployer. L'usine, qui devrait atteindre une capacité d'1 gigawatt d'ici 2030 et créer plus de 100 emplois spécialisés, sera également l'une des rares installations certifiées UL 1974 au monde. Et parlons des personnes différentes. La campagne de l'Office des personnes handicapées du Québec sera diffusée entre le 1er et le 7 juin 2026 sur les médias numériques et sociaux sous le thème « Quand on voit seulement la différence, on perd de vue le potentiel ». Par cette initiative, l'Office souhaite sensibiliser la population à l'importance de reconnaître le potentiel des personnes handicapées et encourager des actions concrètes pour favoriser une société plus inclusive. On souhaite également mobiliser le grand public afin de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Les porte-paroles sont Rosalie Taillefer-Simard et Lucas Lazy Legs Patsueli. Ils invitent la population à valoriser les talents et les aspirations des personnes handicapées. Cette année marque la 30e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, plus de 1,5 million de Québécois âgés de 15 ans et plus vivent avec une incapacité. C'est 21% de la population. Et dans le monde culturel, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 653 000 $ à 9 festivals et événements touristiques en Abitibi et quelques-uns au Témiscamingue pour la saison estivale et automnale. L'annonce a été faite par le ministre du Tourisme, la ministre du Tourisme, Amélie Dimon, accompagnée de Suzanne Blais et Danielle Bernard. Québec qui veut ainsi soutenir l'attractivité touristique et régionale et les retombées économiques générés par ces rassemblements culturels, sportifs et agricoles. Selon le gouvernement, ces événements contribuent au rayonnement des régions, à l'achalandage des commerces locaux et au maintien de centaines d'emplois liés au tourisme. Le soutien financier est versé dans le cadre du programme d'aide financière aux festivals et événements touristiques qui appuie chaque année près de 300 rendez-vous partout au Québec. Et parlons sport motorisé. C'est lors du week-end de la fête des Patriotes que s'est tenue la 51e édition de la rigolade à Laverlechère. L'événement par excellence de stock car tenu sur 3 jours au Témiscamingue a attiré des dizaines de coureurs et coureuses et des centaines d'amateurs supportés de précieux bénévoles. TV Témis y était, vous présente les commentaires retenus de celui qui depuis 30 ans est le descripteur de ces courses, Sébastien Fortier, et du président de l'événement, M. Stéphane Bergeron. On a chaud minute pour la première position. On l'a peut-être ici, là. On va virer vers le virage ici, par l'intérieur. Oh! Oui! C'est fait! Ça a commencé, j'étais animateur de course. Donc, je coursais, j'avais un micro, puis je commentais la course en même de mon automobile. Puis j'ai quand même bien aimé ça. Fait qu'après ça, je me suis jumelé à l'animation qu'il y avait là. Fait que on recule de plus de 30 ans. Sébastien Fortier, je suis originaire de Laverlechère. Je suis né à la rigolade, justement, en 77. Donc, ça a été tout le temps... Mon père a été beaucoup bénévole, puis président du comité sport loisirs.
Donc, j'ai repris les rênes un peu quelques années. Et puis, c'est ça qui m'a donné la passion. Il y avait des clôtures à neige dans le temps, là, avec des bâtons de bois rouge. On se cassait ça faire des épées parce qu'on gardait à moitié les courses. Puis là, à cette heure, c'est rendu des bolides à plusieurs milliers de dollars. La compétition a augmenté énormément. Donc, ils ont fait ça sécuritaire. Le mur de pneus est arrivé. Les shows sont arrivés en soirée. Donc, ça l'a juste grossi. Le secret de la rigolade, selon moi, c'est le début de l'été. C'est ça qui rouvre la saison estivale. C'est un long week-end. Tout le monde est content de sortir. On est tout le temps merci de la température parce que souvent il neige, il fait froid, il fait beau, il fait chaud. Donc le monde sont contents de sortir, se ressembler, puis c'est ça la rigolade. En 30 ans, il m'en a marqué énormément des courses. Mais une année, on avait fait une année spéciale, des courses de reculons. Puis cette année-là, on s'était dit, bon, on va jumeler un peu le reculon, puis on va voir ce que ça va donner. Mais finalement, ça avait été hyper dangereux. Le monde ici sont habitués le gaz au bout. Ils ont pris le terme cette année, la rigolade, le terme du 51e édition. Dans le doute, le gaz au bout, bien, c'était ça de reculons. Donc, c'était dangereux, fait qu'on a éliminé ça. Mais ça a été mémorable cette année-là. La rigolade va aller autant d'années qu'il va y avoir des spectateurs ici, des coureurs, parce que c'est les coureurs qui amènent le spectacle ici. Oui, on a le spectacle en soirée qui amène la musique, mais le gros du show, c'est les coureurs qui amènent ça puis ils présentent. Il y a beaucoup de milliers de dollars qu'ils dépensent, puis c'est ça qui fait le succès de la rigolade. C'est mon goal. Faut le vivre pour le croire, puis on attire du monde de l'Abitibi, de Gatineau, de l'Ontario. Fait que on aime ça. Bien, ça va très bien. On a fait de la pluie, finalement il fait beau, on est content, tout se déroule bien, il n'y a pas eu trop d'accidents, donc les courses se sont déroulées de façon exceptionnelle. C'est ça qui est merveilleux parce que si tu regardes, les gens arrivent avec leur stock pour passer la journée, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid. Ils sont équipés, ils savent c'est quoi. Fait qu'à ça, ils arrivent avec tout leur équipement. Puis les estrades sont toutes pleines, on ne peut pas demander mieux, là. Ben, il annonce beau pour demain. Fait que d'après moi, on va avoir une superbe fin de semaine. On va être heureux, puis on va vous dire à l'année prochaine après ça. On annonce le dernier tour! Mesdames et messieurs, le gagnant, Kim Lessard-Ganed! Le gagnant, Kim Lessard-Ganed! Oh, quel coup! Septembre, tout ça, pour tout près! Septembre, tout ça, en deuxième! Le 22 de Samuel Ariel! Pour la troisième, non! Bon joueur, Steph Thomas Touzin! C'est bon à voir! Nous avons des positions officielles, les gars, donc... Kim Lessard-Ganed en bonne position. Et Stéphane Tondo-Touzin en deuxième. Bonanza, le 22 de Samuel Briand en troisième. On les applaudit. Oh! Tout un show, les boys. Et le plus grand événement sportif de la planète se tiendra en Amérique du Nord et Témis TV vous y accompagnera dès le 11 juin. Notre équipe et nos collaborateurs de CKVM vous présenteront tout ce que vous devez voir au sujet de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Un événement historique, notamment à cause du nombre record de 48 équipes, 194 parties disputées dans 3 pays, dont le Canada. 3 héros locaux sont encouragés, le Canadien Alfonso Davis, l'Américain Christian Pulisic et le Mexicain Raúl Jiménez, les superstars mondiales qui seront du tournoi de l'affrontement final entre Mbappé et Allen dans le groupe 1 aux adieux potentiels de Lionel Messi
joueur étoile de l'Argentine. Que vous soyez adepte de longue date ou seulement à vos heures, c'est à ne pas manquer. Vous êtes responsable auprès d'une ligue de sport estivaux, soccer, basketball, volleyball, pickleball. Vos jeunes ou vos clubs seniors jouent des matchs ou seront des tournois cet été. Eh bien, annoncez-le ou faites paraître vos résultats sur TV Témis. Suffit de nous aviser à l'avance afin de céduler nos caméras et nos équipes pour y capter des images que nous pourrions diffuser dans ce bulletin. Parlez-nous-en, comme de toutes vos nouvelles, en écrivant à journaliste@témis.tv. Là-dessus, encore merci de votre intérêt aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain. Bonne semaine et à bientôt.